Noël, tu veux que j'essaye de mon côté? Oui, essaye, il ne prend pas de mon côté. Ah, ça y est. Ah, c'est bon. Ouais. Ça y est, c'est bon, ça a pris. Voilà, c'est bon. C'est marrant parce que je ne le vois pas finalement. Donc, ce webinaire, il vous est proposé en collaboration avec l'ARS et notamment représenté par M. Gilbert, qui est chargé de mission au niveau des systèmes d'information, direction de la stratégie et des territoires. Santé numérique représentée par Madame Zoé Boudry, ici présente, et qui est chef de projet référente identito-vigilance, qui vous parlera de tout ce qui est identito-vigilance primaire et RNV. L'agence de sûreté nucléaire par Madame Fossier, qui est chef de pôle au niveau de l'agence de sûreté nucléaire. La cellule régionale d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle représentée par Madame Boulanger, que vous voyez, le docteur Boulanger, que vous voyez également à l'écran. Et puis le RSQR, est notamment représenté par moi-même, RSQR qui est ici au nom de la structure régionale d'appui. Donc, ces webinaires, ils vous sont proposés pour vous aider à mettre en place le RNIV au sein et l'INS, notamment l'INS, au sein de vos structures, et également de vous apporter, de vous reconforter dans les règles de bonne pratique d'identito-vigilance, qu'elles soient primaires ou secondaires. Aujourd'hui, vraiment, on se doit d'échanger les informations entre les professionnels de santé qui gravitent autour du patient. Et c'est l'INS qui va nous aider à cet échange en toute sécurité des informations de santé. L'an passé, notre webinaire, les 4 webinaires qui avaient été faits sur l'année, sur le mois de septembre, étaient plutôt d'ordre général. Cette année, on a vraiment voulu cibler sur tout ce qui était laboratoire et secteur de radiologie au regard des événements indésirables qui ont pu être remontés. Voilà, on souhaitait pouvoir vous cerner un peu plus ces secteurs-là. Donc, au niveau du sommaire, on verra bien sûr tout ce qui est qu'est-ce que c'est que l'identito-vigilance, et on vous parlera de l'identité nationale de santé avec ses nouveautés. On parlera des pratiques qui sont uniformisées maintenant au regard du référentiel national d'identito-vigilance. En pratique, comment on fait pour appliquer le RNIV, que ce soit à l'arrivée du patient ou de l'usager. On fera un petit bilan sur les événements indésirables avec des cas concrets venant de l'Agence de sûreté nucléaire et de la cellule d'hémovigilance. Et puis, on parlera d'identito-vigilance secondaire. Voilà. Est-ce que ça vous convient? Donc, je laisse maintenant la parole à Madame Boudry, Zoé Boudry. Bonjour, merci Noël. Alors du coup, on va commencer par l'identito-vigilance primaire. Donc vas-y, tu peux passer la slide Noël. Donc globalement, l'identito-vigilance, c'est toutes les mesures qui sont mises en place afin d'assurer que l'usager qui vient dans votre structure, elle ait une seule identité et que du coup, elle soit unique. Et tout ça, ça va permettre de pouvoir sécuriser la prise en charge de l'usager parce qu'on est bien évidemment sûr que cette personne, à un moment donné, on va lui attribuer tel ou tel médicament ou alors lui faire telle ou telle prise de sang. Donc ça, ce sera vraiment un dossier qui sera unique dans votre logiciel. Donc, du coup, ça permet de construire des usages numériques sur des bases solides. Vous avez peut-être entendu parler du Ségur. Il est indispensable aujourd'hui, et on y reviendra plus tard, d'avoir un INS pour pouvoir partager des données de santé. Donc voilà, ça permet d'être sûr déjà que l'identité de la personne que vous prenez en charge est la bonne. Donc ça permet forcément du coup d'éviter les erreurs médicales et donc ça améliore le suivi de l'usager. Tu peux passer la slide, merci. Du coup, l'identito-vigilance, peut-être que vous êtes familiarisé avec ce terme, mais c'est en gros toute l'organisation qui est mise en place afin de fiabiliser l'identification d'un usager. Donc, on entend par là 2 notions dans l'identito-vigilance, l'identification primaire et l'identification secondaire. Donc, la primaire, c'est concrètement de recueillir toutes les informations propres au patient afin de lui créer un dossier qui soit papier ou numérique. Aujourd'hui, on est plus sur numérique, mais ça existe encore des organisations en format papier. Et donc, l'identification secondaire qui est de fait l'identification de cet usager tout au long de sa prise en charge.
Donc, on va s'attaquer tout de suite à ce que c'est l'INS, finalement, donc l'identité nationale de santé. Donc, l'INS, c'est l'un des projets socles. On peut le voir dans les référentiels, il est entouré, c'est pas forcément évident de le voir, mais du coup, comme l'un des projets socles de la feuille de route du national en santé du numérique en santé, pardon. Et c'est un volet du numérique du Ségur dont je vous parlais tout à l'heure. Et depuis le 1er janvier 2021, il est obligatoire de référencer l'INS pour pouvoir partager des données de santé, avec forcément les fameux traits d'identité. On reviendra après dessus pour savoir quels sont les traits qui sont à recueillir obligatoirement pour chaque usager pris en charge. C'est parfait. Donc, l'INS, finalement, ce qui permet de faire, c'est de fiabiliser l'identité et de faciliter les échanges et le partage des données de santé avec des partenaires, que ce soit l'hôpital ou même d'autres labos ou même d'autres cabinets de radiologie. Son utilisation, elle est restreinte donc au cercle de confiance des acteurs. Donc, ça peut être pour, par exemple, une personne âgée qui est prise en charge. Le cercle de confiance, finalement, ça peut être sa petite fille ou sa fille ou son mari, voilà. Et elle est restreinte également, du coup, à tous les acteurs qui gravitent autour de la prise en charge de l'usager, donc les acteurs de la santé et du médico-social. Tu peux passer. Parfait. Donc, l'INS. Pardon? Des fois, c'est un peu long, l'image à changer peut-être. Ah, oui, il n'y a pas de souci. Du coup, l'INS, il est composé de quoi? Il est composé d'un matricule INS qu'on peut voir là dans la petite bande. Donc, c'est un numéro. C'est finalement le numéro de sécurité sociale, hein. Mais il est également composé des traits de référence qu'on appelle traits INS ou même traits stricts. Vous allez pouvoir entendre ça plusieurs fois lors de la présentation. Et donc, ça revient à recueillir toujours le nom de naissance de la personne qui est prise en charge, à minima son premier prénom de naissance. Mais s'il est indiqué, par exemple, sur son document à haut niveau de confiance, et on reviendra dessus après, je vais peut-être un peu trop vite dans la présentation, il faudra renseigner tous ses prénoms de naissance, s'il en a. Donc, il faut recueillir également sa date de naissance, son sexe et son lieu de naissance, obligatoirement. Ensuite, il y a également ce qu'on appelle un OID. C'est un Object Identifier qui permet de savoir, lorsque vous ferez l'appel au téléservice via votre outil qui permet de créer des dossiers par rapport aux patients, de savoir quelle est la structure qui a attribué tel ou tel matricule à tel ou tel dossier. Donc là, on parle de NIR ou de NIA. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec cet acronyme, mais je vais quand même le représenter. C'est le numéro d'identification au répertoire des personnes physiques ou alors le numéro d'identification d'attente. En gros, c'est si on est ressortissant français ou non. Tu peux passer. Parfait, merci. Donc, il faut savoir que les usagers, ils ne peuvent pas s'opposer à l'utilisation de l'INS. Ils ne peuvent pas dire non, je ne veux pas que vous le récupériez. Et l'INS, elle s'accompagne de bonnes pratiques d'identito-vigilance qui sont uniformisées dans le fameux référentiel national d'identité. Ça marche? Ouais. Encore passer. On attend, du coup. Merci de couper votre micro, s'il vous plaît. Merci. Tu peux passer, Noël. Je ne sais pas si tu l'avais déjà fait, mais... Le titre, non? Merci. Oui, mais je l'avais déjà. Bon, bref, peu importe. Du coup, dans ce référentiel national d'identito-vigilance, il y a plusieurs volets. Il y a les points essentiels à connaître de tous les acteurs qui reprennent globalement les définitions pour qu'on parle tous de la même chose. Ce que c'est l'identito, ce que c'est l'identification primaire, ce que c'est la secondaire, ce que c'est l'INS, etc. Ce que c'est l'appel au téléservice, tout ça. Et ensuite, il y a les aspects généraux. Donc, en gros, c'est le socle pour toutes les structures, parce qu'on peut voir qu'après, elles sont déclinées. Donc, que ce soit des structures sanitaires ou non sanitaires, des petits cabinets libéraux, etc. Et donc, vous, ce qui vous concerne, c'est effectivement, comme tout le monde, les aspects généraux, et en fonction de votre organisation, soit les établissements non sanitaires ou soit les petites structures libérales. Dans les différents volets, hormis les aspects généraux, qui sont vraiment toutes les règles qu'il y a à respecter vis-à-vis de l'INS et des nouvelles règles d'identito pour que tout le monde fasse la même chose finalement,
Ça reprend simplement, par exemple, pour le volet des établissements sanitaires, non sanitaires et petites structures libérales, des préconisations sur l'organisation qu'il va mettre en place pour respecter les aspects généraux. En gros. Tu peux passer, Noël. Donc, dans le référentiel socle des aspects généraux, globalement, dans ce référentiel, on y retrouve les bonnes pratiques, en tout cas les règles de bonnes pratiques d'identification primaire, des règles d'identification secondaire, les bonnes pratiques de gestion de l'INS, puisque c'est quelque chose qui est tout nouveau, les bonnes pratiques de gestion des risques, ainsi que des bonnes pratiques de gouvernance, en sachant que toujours, pour la gouvernance, c'est des préconisations en fonction du nombre de personnes que vous êtes dans votre structure. C'est parfait. Donc là, on a repris un peu les points clés du RNIV pour vous éviter, même si ça vous intéresse, je vous invite à le lire, mais de vous éviter finalement de savoir quelles sont les choses à retenir dans ces 60 pages. Donc, nous, on a recensé que voilà, il y avait des traits stricts, des traits d'identité ou les traits de référence, comme je le disais tout à l'heure, qui sont à recueillir obligatoirement. On reviendra dessus tout à l'heure pour que je vous les ai déjà dit, mais plus dans le détail, pour que vous sachiez quels sont les traits à recueillir. Là, il y a des nouveaux champs que vous n'avez peut-être jamais vus, mais qui du coup permet de faciliter la communication avec l'usager. C'est la notion de nom ou prénom utilisé. On parlait avant du nom ou du prénom d'usage, mais là, il y a la nouvelle notion encore de nom ou prénom utilisé. Je rentrerai dans le détail tout à l'heure. Il y a la clarification également des règles de saisie des fameux traits stricts d'identité. Donc, c'est si on met un tiret, si on doit écrire en majuscule, si on doit mettre des apostrophes, etc., ou même des accents. Pareil, je détaillerai. Ensuite, il y a l'identification des documents qui permettent d'attester de l'identité. Donc, on appelle ça des documents à un haut niveau de confiance. Et des nouveaux statuts d'identité qui sont inhérents finalement à l'arrivée de l'INS. Tu peux passer, Noël. Donc, globalement, c'est là où je vais rentrer dans le détail, c'est en pratique comment est-ce qu'on applique ces fameux points clés lors de l'arrivée d'un usager. Donc, globalement, vous l'avez bien compris, il faut respecter certaines règles, notamment, par exemple, la toute première qui vient des points clés du référentiel national d'identité-vigilance. Il peut y avoir aussi des recommandations régionales qui sont à respecter, des procédures territoriales ou même vos procédures, vous, en interne, du moment qu'elles sont qu'elles sont adaptées avec la gestion de l'INS derrière. C'est vraiment en fonction de votre organisation qu'il faut respecter ces règles. Ensuite, il y a toujours l'évaluation des acquis. Ça passe par la sensibilisation du personnel, mais aussi, on le voit plus bas, de l'usager. Il faut quand même l'informer. On ne lui demande pas son consentement, mais il faut lui informer du fait qu'on recueille son INS. Pourquoi est-ce qu'on lui demande un document particulier qu'on ne lui avait jamais demandé avant, etc. Ensuite, il y a la mise en condition, forcément, des conditions favorables au respect de ces bonnes pratiques et de récupération de l'INS. Donc, avec j'ai bien un logiciel qui fonctionne, hein. Enfin, c'est tout bête, mais bon, il y en a qui n'en ont pas du tout, notamment dans les établissements médico-sociaux, par exemple. Et la déclaration systématique des anomalies détectées. Merci. Donc, du coup, la première étape, lorsqu'un usager entre dans votre structure, c'est de lui demander, j'en ai parlé tout à l'heure, un document à haut niveau de confiance. Ils sont listés dans le référentiel, et ils sont ceux-ci, donc soit le passeport français ou étranger, la carte d'identité française ou étrangère. Pour les mineurs, on demande le livret de famille ou l'extrait d'acte de naissance avec la vérification de l'identité d'un des parents ou du tuteur légal. Ensuite, il va y avoir, et vous connaissez peut-être, par exemple, quand vous vous connectez sur les impôts, etc., un dispositif d'identification électronique. Donc, c'est avec votre numéro de sécurité sociale. Donc, vous rentrez votre numéro de sécurité sociale ainsi que votre mot de passe qui a été défini ou que vous avez redéfini vous-même. Et ça permet de savoir que, voilà, par rapport à votre numéro de sécu, c'est bien vous. Ensuite, il y a le titre de séjour temporaire ou provisoire. Pardon, excusez-moi, c'est la même chose. Temporaire ou permanent. Et pour les personnes âgées, on demande l'acte de naissance, s'il n'a pas de carte d'identité, l'acte de naissance avec le document à haut niveau de confiance d'un parent descendant, donc la petite fille ou alors
ou alors la fille ou autre. Là, tu peux passer Noël. Donc voilà, là, c'est vraiment pour insister sur le fait que aujourd'hui, vous demandez tout le temps la carte vitale. On le demande partout, hein, même chez les libéraux, etc. C'est toujours la carte vitale qui prévaut sur la carte d'identité. La nouveauté, et c'est ce qu'on essaie de faire comprendre à l'ensemble des professionnels de santé, c'est que la carte d'identité, elle est à demander au moins une seule fois lorsque votre dossier il est complet et que l'identité elle est validée finalement. On la demandera plus. Ça peut paraître bizarre à l'usager qu'on lui demande sa carte d'identité, mais il faut lui expliquer qu'elle est nécessaire juste pour s'assurer une bonne fois pour toutes que c'est bien lui, quoi. Et donc là, j'ai remis, pour rappel, les documents qui sont à demander obligatoirement, au moins une fois. Enfin, l'un d'entre eux, hein, pas tous, bien évidemment. Je vous l'expliquais juste dans la slide avant. Donc on peut passer à la suivante, Noël. Il y a une question d'ailleurs qui demande s'il y a une hiérarchisation dans ces documents. Non, pas du tout, pas du tout. Alors du coup, la deuxième étape, c'est pour déjà s'assurer que le patient il n'est pas déjà venu en fait dans le cabinet ou quoi que ce soit dans la structure. Il y a une méthode de recherche de cette identité pour s'assurer que au moment où je l'ai accueilli la première fois, je ne me rappelle plus, ça fait peut-être 1 an, je n'ai pas fait de faute d'orthographe dans son nom ou dans son prénom par exemple. Et donc la méthode qui est préconisée pour rechercher l'identité afin de ne pas la créer en double, c'est de renseigner la date de naissance et les 3 premières lettres du nom ou du prénom de naissance. Voilà. Donc si on ne la trouve pas, après avoir effectué la recherche, c'est la création de l'identité de l'usager qu'on va prendre en charge. Donc globalement, c'est ce que je disais dans les 2 slides précédentes, c'est que la carte vitale, ce sera, et on va l'expliquer après, un seul moyen parmi d'autres de récupérer l'INS de l'usager. Mais ce n'est pas ça qui va vous permettre d'identifier que c'est la bonne personne en face de vous. C'est vraiment les documents à haut niveau de confiance. Donc, pour la création de l'identité, en général, vous avez sans doute un identifiant. Vous avez les fameux traits stricts, du coup, à renseigner. Donc, je les répète quand même, c'est les prénoms de naissance, en tout cas à minimal, premier, le nom de naissance, la date de naissance, le sexe, le lieu de naissance. Là, j'ai marqué entre parenthèses le code INSEE, on reviendra dessus juste après. Et le matricule INS que vous avez vu tout à l'heure, complété de l'OID. Ensuite, vous avez toujours, si vous avez plus d'informations à demander ou si le patient vous en donne davantage, autant en avoir trop que pas assez. Donc ensuite, on peut demander voilà, le nom ou prénom utilisé. Ça, c'est s'il vous le précise. Son email ou quoi que ce soit, qui permet de faciliter la communication avec lui. Donc finalement, comment est-ce qu'on récupère l'INS? Donc il y a 2 façons. Soit on le récupère parce qu'on ne l'a pas du tout, soit on le vérifie. Dans quel cas est-ce que on va le récupérer? Peut-être que tu peux passer Noël, parce que je reprécise derrière pour les cartes. Donc dans quel cas on va le récupérer? Voilà, on peut soit le récupérer avec la carte vitale, puisqu'en rentrant la carte vitale dans le lecteur, normalement, un certain nombre de traits ressortent de par la carte vitale, mais il faut quand même demander le document à haut niveau de confiance qui permet de vérifier ce qui est indiqué sur le document que vous demandez et la carte vitale. Ou alors, si pas de carte vitale, on peut faire une recherche avec les traits stricts d'identité, que je vous ai déjà répété au moins 3 fois. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront de le répéter une 4e fois. Donc, concrètement, le téléservice, donc ce que j'appelle le téléservice INSI, et dont je vous parlais tout à l'heure, ça permet de récolter les identités INS qui sont contenues dans les bases de l'état civil. C'est la CNAM qui a créé ce téléservice. Et donc, en gros, concrètement, dans votre logiciel, il y aura un petit bouton sur lequel vous devrez appuyer. Ça vous mettra une pop-up avec les traits que vous avez dans votre logiciel et en face d'eux, les traits du retour de base de l'état civil. S'il y a des discordances entre ce que vous avez, vous, dans votre logiciel et ce que vous retourne les bases de l'état civil, ce sera
tout de suite mis en rouge pour que vous puissiez contrôler, de savoir si c'est moi qui ai fait une faute d'orthographe, du coup je recommence, ou alors c'est les bases de l'état civil, je le récupère pas, et il y a plein de cas où il est possible de le faire, mais où en attendant, étant donné que ça commence à fonctionner, on va dire, l'INS en tout cas dans les établissements sanitaires, puisque c'est eux qui ont été en avance de phase sur le déploiement de l'INS, ils choisissent en fonction de leur organisation, dès lors qu'il y a une discordance, de ne rien récupérer du tout. Donc après, ce sera à voir, vous en interne, ce que vous préférez faire pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc pour faire cet appel au téléservice, il faut que vous disposiez d'une carte CPX nominative. Vous savez sans doute ce que c'est, les cartes CPS, les cartes CPE ou les cartes CPA même. C'est vraiment une carte qui permet de savoir qui vous êtes. Et donc, de savoir qui va faire l'appel au téléservice à tel ou tel moment. Et donc, pouvoir savoir s'il y a une erreur, retourner vite vers cette personne pour lui dire « t'as fait une erreur, vite, modifie. » voilà. Et donc, globalement, il peut y avoir plusieurs retours du téléservice, mais une seule réponse, normalement, doit être retournée. Et une fois qu'on a accepté l'INS qui nous est retourné par les bases de l'état civil, il n'est plus possible de modifier l'identité que vous avez dans votre logiciel, normalement. Mais les éditeurs doivent quand même donner le droit à quelqu'un, au cas où il y aurait une erreur, de pouvoir modifier même si les traits sont verrouillés. Tu peux passer, Noël. On a 3 questions. Je ne sais pas si tu veux répondre maintenant, Zoé. Soit maintenant, soit tout à l'heure. Je ne sais pas si on est en avance, en retard. Parce que ça concerne la plateforme, justement. Alors vas-y, je te laisse me les... ça bouge. Alors, la première, c'était juste c'était pas forcément en lien avec l'INS, mais faut-il garder une copie du document officiel du haut niveau de confiance? Oui. Voilà. Une copie. La deuxième question est, si discordance entre 2 documents de même niveau de confiance, lequel prend-on en compte? Très bonne question. Normalement, c'est la carte d'identité qui est fait foi. Après, comme je le disais tout à l'heure à la toute première question qu'il y a eu, normalement, il n'y a pas un niveau hiérarchique en fonction des documents dans l'ordre dans lesquels je les ai mis. Mais on peut se dire que normalement, une carte d'identité, c'est un document qu'on remet tous les 15 ans maintenant, il me semble, à jour. Donc, c'est le document qui est le plus frais, entre guillemets. Donc, moi, je dirais la carte d'identité, mais je peux me renseigner davantage si c'est... En général, vous avez beaucoup de personnes qui vous donnent 2 documents, ou si ça arrive... Et concernant la plateforme, concernant la plateforme, pourquoi y a-t-il des retours de la plateforme INSI sans identité? Pardon, c'est quoi la question alors? Pourquoi y a-t-il des retours de la plateforme INSI sans identité? Soit c'est un problème de la part de la plateforme qui soit bug, parce qu'il y a souvent des... Elle n'était pas totalement parfaite au tout début du déploiement de cette plateforme. Et il y a pas mal d'évolutions qui normalement doivent être... l'éditeur doit partager parce que la CNAM, pardon, fait part des modifications ou des maintenances qui sont faites sur cette plateforme. Et donc, normalement, vous devez être au courant et ils doivent le dire à vos éditeurs. Mais il est possible qu'il n'y ait pas de retour parce que les traits ne correspondent pas du tout entre ce qu'il y a noté sur la carte d'identité ou les bases de l'état civil. Et ça, en général, c'est au patient après, s'il y a une erreur ou s'il n'y a rien du tout comme retour, de remplir un formulaire qui est sur Internet pour pouvoir dire, voilà, on n'a pas pu récupérer mon INS, voici mes traits d'identité, je veux qu'ils soient mis à jour dans vos bases. Et ensuite, quand le patient y reviendra, vous pourrez refaire un appel au téléservice. Effectivement, la carte d'identité, ça se garde pas plus de 5 jours. Ouais, 5 ans, pardon. 5 ans, ouais. Dans les dossiers. Et pouvez-vous confirmer qu'en cas de discordance CNI et INSI, c'est les données INSI que l'on garde qui Non, priment? moi je préconise pas vraiment ça. Donc la conservation de la copie, c'est 5 jours. Et en cas de discordance de l'identité entre l'INSI et la carte d'identité, que faire? Alors voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, nous, au niveau national, on a créé une fiche avec plusieurs cas
qui ont déjà été retournés par des établissements, des cabinets, des libéraux, etc. Avec, si là, par exemple, c'est Jean Dupont, mais il manque un T, mais tout le reste est bon, etc. Bon, bref, si c'est un problème sur juste un tiré ou un chiffre qui est rajouté, des bugs qui sont improbables, et dans certains cas, on peut récupérer ce que les bases de l'état civil nous renvoient. Mais ça, c'est une fiche que je pourrais vous communiquer. Je le communiquerai à Noël qui vous enverra de toute façon le support. Comme ça, vous verrez vraiment les cas où, quand il y a des discordances, quand est-ce qu'on pourrait vraiment le récupérer ou quand est-ce qu'on peut vraiment pas le récupérer. Je me le note juste un Noël. Tac. Parfait. Donc la deuxième façon, on peut faire l'appel au téléservice aussi pour vérifier finalement l'INS. Donc, dans quel cas ce mode de fonctionnement peut être possible? C'est lorsque il y a une identité qui vous... Obligatoirement, vous devez vérifier pour déjà vous protéger et vous assurer que l'établissement n'a pas fait d'erreur, sauf s'il y a un contrat de confiance entre vous. Et concrètement, cet appel, il peut se faire soit de manière unitaire ou soit de manière massive, et c'est toujours avec la carte CPX nominative qu'on peut faire cet appel. Donc ensuite, les règles de saisie. Donc les traits stricts d'identité, il faut les renseigner d'une certaine façon dans votre logiciel. Tout d'abord, il faut qu'ils soient en caractères majuscules, pas accentués. Pas accentués et pas avec des trémas ou alors avec des cédilles ou voilà, ce qu'on appelle des signes diacritiques. Il ne doit pas y avoir d'abréviation. Et on conserve les traits d'union et les apostrophes. Concrètement, de toute façon, c'est lorsqu'on vous donne le document, vous recopiez scrupuleusement ce qui est indiqué sur le document au niveau de confiance. Donc ensuite, je parlais tout à l'heure du nom ou du prénom utilisé que vous connaissez sans doute sous le nom prénom ou nom d'usage. Concrètement, ça correspond au nom que porte la personne dans la vie de tous les jours. Il peut arriver que, on est un peu dans la tendance des gens qui changent de sexe, qui veulent pas avoir de sexe ou ce genre de choses. Dans tous les cas, vous récupérez toujours ce qu'il y a sur la carte d'identité ou le passeport ou que sais-je, mais il y a un nouveau champ qui est juste là pour pouvoir, lorsque la personne est dans la salle d'attente, si elle n'a pas envie de s'appeler comme ce qui est indiqué sur son document au niveau de confiance, il va falloir l'appeler comme elle veut qu'on l'appelle si elle veut se reconnaître pour pouvoir faire tel ou tel examen. Donc en gros, c'est juste dans votre logiciel, normalement, si l'éditeur est bien conforme aux règles du référentiel, il doit y avoir ce nouveau champ. Et donc, vous le renseignez dès lors qu'il diffère du nom ou du prénom de naissance. Il peut aussi arriver que la personne n'a pas de nom ou pas de prénom, et c'est clairement indiqué sur son document, mais ça peut être SN ou PN, oui, c'est ça. Sauf que là, on demande à ce que ce soit renseigné de cette façon, donc sans nom, tout collé en majuscule, ou sans prénom, tout collé. Donc ça, en tout cas, c'était pour le nom de naissance ou le prénom de naissance et les prénoms ou noms utilisés. Ensuite, il y a des règles pour la date de naissance que vous connaissez sans doute. Déjà, elle a toujours le même format, un format qui est un peu universel. Ensuite, du coup, il peut y arriver que vous ne connaissez pas le jour, le mois et le jour, ou alors carrément l'année de naissance de la personne que vous prenez en charge. Donc, pour le jour de naissance, quand on ne connaît pas le jour, on renseigne toujours 01. Pour le mois, c'est toujours 01 également. Lorsque c'est le jour et le mois, on renseigne 31-12. Et pour l'année de naissance, on utilise l'année ou la décennie estimée. En général, on ne se trompe pas trop, mais bon, sur l'année. Alors, je vois qu'il y a juste une question. Bonjour, l'INS est mis en place depuis le 1er janvier 2021 à 22. C'est peut-être une erreur de frappe, mais je préfère repréciser. À partir de quelle date doit-on mettre nos bases à jour? Normalement, en gros, c'est soit vous faites partie du programme SONS, etc. Et dans ce cas, vous avez des indicateurs à rendre compte finalement pour pouvoir continuer d'avoir ces subventions qui
était une aide afin de déployer l'INS. Ensuite, là, c'est vraiment dans le cadre de j'ai besoin de l'INS pour pouvoir déposer des documents dans le DMP et dans mon espace santé. Et ça, c'est des questions un peu plus ségur. Je pourrais renvoyer vers vous des animatrices territoriales de santé numérique qui sont vraiment sur le Ségur et qui ont toutes ces notions de toutes les dates de deadline. Mais en gros, l'INS, c'est toujours au plus tôt, quoi. Depuis le 1er janvier 2021 qu'il faut l'avoir pour chaque patient, normalement. Et qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai de la visibilité sur les établissements sanitaires. Il n'y a que la moitié des établissements sanitaires des Hauts-de-France qui les récupèrent aujourd'hui. Je veux dire, vous n'êtes pas à la traîne, mais il faudra mettre quand même le pied à l'étrier à un moment. Et alors, attendez, j'ai même pas tout lu. Je complétais sans avoir tout lu la question. C'est une question, je ne sais pas s'il est implémenté dans votre logiciel. Ça dépend quel est votre logiciel. Je vous laisse me le préciser dans la conversation et je continue la présentation. Du coup, on était sur le code INSEE. Je vous en ai parlé tout à l'heure quand je vous disais que le trait d'identité qu'il fallait recueillir, c'était le lieu de naissance. Donc, je précisais code INSEE puisque je donne toujours l'exemple de Lille. Le code INSEE, il est différent du code postal parce que voilà, ceux qui habitent Lille, je ne sais pas s'il y a des Lillois. On a différents codes postaux pour parler de la même ville. Et en gros, le code INSEE, c'est juste un seul et unique gros code postal, si on veut. Et donc, si on ne le connaît pas, on renseigne 99999. Mais il faut savoir que lorsque vous renseignez, vous, le code postal du lieu de naissance du patient que vous prenez en charge, normalement, votre logiciel, il doit automatiquement rechercher le code INSEE. Voilà. Donc, voilà, quand je vous ai mis la liste des codes INSEE, c'était juste pour que, à titre informatif, hein, c'était pas pour que vous alliez voir à chaque fois sur l'énorme liste quel code postal correspond à quel code INSEE. Tu peux passer, Noël. Merci. Alors, du coup, la 4e étape, et votre logiciel, soit il le fait automatiquement, soit c'est une action manuelle. Ça dépend toujours du logiciel. Ensuite, votre éditeur, il doit répondre à certaines exigences. Hein. Donc, après, savoir s'il les respecte ou pas. Mais donc, il y a 2 nouveaux statuts d'identité, en plus de ceux que vous connaissiez peut-être déjà, qui est le statut provisoire ou le statut validé. Mais donc, du coup, c'est l'identité qualifiée et l'identité récupérée. Donc, l'identité qualifiée, finalement, c'est le statut qu'on attribue ou qui est attribué automatiquement dans votre logiciel à un usager lorsque vous avez contrôlé son document à haut niveau de confiance et que vous avez fait l'appel au téléservice et que vous avez récupéré l'INS. Et c'est à partir de ce statut-là qu'il est possible de partager des données de santé avec des partenaires ou d'envoyer des documents sur le DMP et à terme sur mon espace santé. Ensuite, il y a l'identité récupérée. Donc, c'est qu'il faut savoir que lorsqu'on a et je vais repréciser pour l'identité qualifiée. Excusez-moi si c'est pas très clair. L'identité qualifiée, en gros, c'est aussi à partir du moment où, de base, l'identité elle est au statut validé. Donc, c'est que tous les traits sont bien là et on avait un document au niveau de confiance. Et ce qui le bascule vers le qualifié, c'est vraiment l'INS. Donc, on est vraiment au top du statut de l'identité quand on a une identité qualifiée. Voilà, je reprécisais puisque l'identité récupérée, c'est lorsqu'on n'a pas une identité qui est de base valide, donc elle est provisoire, parce qu'on n'a pas eu ce document de la part de l'usager, le document au niveau de confiance, donc carte d'identité, etc. Et qu'on fait quand même l'appel au téléservice. Ça, c'est juste finalement pour récupérer le matricule. Et le jour où le patient revient et qu'il vous donne ce document au niveau de confiance, vous pouvez refaire un appel et le statut, il sera directement au statut qualifié. Tu peux passer. Ouais, merci beaucoup. Donc là, j'en parlais tout à l'heure et vous les connaissez sans doute, mais juste pour rappel, il y a également du coup l'identité validée et l'identité provisoire. Concrètement, l'identité validée, je l'ai répété tout à l'heure, c'est que vous avez le document au niveau de confiance, vous avez récupéré les traits qui sont indiqués dessus dans votre logiciel, l'identité au statut validé. Il n'y a pas de récupération ou d'appel à l'INS. Et ensuite,
Pour l'identité provisoire, c'est lorsque vous n'avez rien fait du tout parce que voilà, le patient n'a pas ramené ses documents et donc vous n'avez pas fait non plus l'appel au téléservice. Dans le référentiel, hormis les statuts, il y a également une petite nouveauté avec des attributs. Ça, c'est ce qui vraiment vous permet de savoir dans quel cas il faut faire attention lorsque vous avez, je sais pas, recherché un patient, vous l'avez trouvé, mais il y a un petit attribut qui me permet de savoir qu'en fait, par exemple, il y a une personne dans ma base qui a exactement le même nom et le même prénom, par exemple. Donc là, c'est le cas de l'identité homonyme. C'est bien de faire attention. Je ne vais pas déposer le document. Il faut vraiment regarder plus que le nom et le prénom, c'est avec la date de naissance, et voire plus en plus si la personne est née également le même jour, le même mois et la même année. Donc voilà, il y a différents attributs qui permettent de faire plus ou moins attention lorsqu'on pense à les mettre, parce que ça, ce ne sera pas automatique dans votre logiciel, de faire attention à ce qu'on dépose dans tel ou tel document ou qu'on prend tel ou tel document pour pouvoir prendre en charge un patient. Donc ensuite, il y a l'identité douteuse. Bon, voilà, c'est quand l'identité elle est déclinée de manière confuse, etc. Et l'identité fictive, c'est, bon, bah là, les traits d'identité, ils n'ont absolument rien à voir avec la personne qui est devant moi. Genre, concrètement, il est noté sur la carte d'identité que c'est une femme, alors qu'en fait, bon, bah, c'est un homme qu'on a en face de nous. Bon, c'est vraiment l'exemple le plus simple que j'ai en tête. Il y en doit en avoir des plus compliqués aujourd'hui, mais voilà, du coup, pour les statuts de confiance. Donc là, maintenant, je vais vous parler des avantages finalement de l'INS. J'espère que déjà, jusque-là, ça vous a convaincu que c'est important, mais bon, on va quand même poursuivre avec les avantages que j'avais indiqués. Tu peux passer, Noël. Donc finalement, l'INS, comme on l'avait vu avec la petite maison de Dominique Pont tout à l'heure, où il était vraiment positionné comme un référentiel socle, c'est ce qui permet de rattacher directement un document qui a été scanné ou une radio ou quoi que ce soit à son dossier. Ça permet de créer directement une nouvelle identité sans devoir saisir manuellement tous les traits qu'il peut y avoir. Et ça limite forcément, du coup, le risque d'erreur. Et ça vous permet, vous, d'avoir une bonne base d'identité dans votre logiciel, de ne pas avoir de doublons, de ne pas avoir de collisions. Donc, les collisions, c'est lorsque vous prenez un document, mais que vous ne le mettez pas dans le bon dossier, en fait. Tu peux passer, Noël, excuse-moi. Donc, ça permet aussi d'alimenter et de consulter, j'en ai parlé plusieurs fois, le dossier médical partagé. Ça permet d'échanger par messagerie sécurisée avec le patient, donc mon espace santé. Ça facilite le partage des objets d'ICOM, donc voilà, les images, les radios, les impressions de compte rendu, etc. Et ça répond aussi aux critères IKSS et IFAC, et ça a aussi des impacts sur Open. Donc concrètement, c'est ce que j'avais une question tout à l'heure sur à partir de quel moment est-ce qu'il faut le mettre en place. Ça dépend si vous entrez dans un programme qui vous subventionne pour que vous mettiez ça en place le plus tôt possible, etc. Donc voilà les avantages de l'INS. Et maintenant, je laisse la parole pour les retours d'expérience. Et je continue à répondre à vos questions si vous en avez sur l'INS dans la discussion. N'hésitez pas à poser vos questions. Merci Zoé. Donc, je reprends donc la suite sur le bilan et les cas concrets. Alors, en bilan, sur la dernière enquête ENEIS 3 qui a été faite sur le sanitaire, il faut savoir que quand même 6%, même si ça ne paraît pas beaucoup, c'est quand même déjà beau, c'est quand même déjà un certain chiffre, concerne des défauts d'identité et 4% des erreurs de site. De 2019 à ce jour, sur les statistiques de l'ASN, on constate 28 événements indésirables déclarés suite à des défauts de prise d'identité ou des erreurs d'identité patient. Quelques exemples, le cas concret numéro 1. Donc, le secrétariat d'un médecin de ville demande au secrétariat du cabinet de radiologie proche de convoquer un patient. La secrétaire du secrétariat de radiologie recherche dans son logiciel patient. Elle trouve un patient, le patient est convoqué et le patient vient réaliser son scanner injecté. Lors de l'examen, le radiologue interroge le patient pour savoir s'il a des douleurs thoraciques. Le patient répond non et l'examen est réalisé normalement. Par la suite, le secrétariat du médecin de ville envoie un courriel en fait
au centre de radiologie pour leur signifier qu'ils ont reçu le compte-rendu d'un patient qui n'est pas un patient qu'ils connaissent. Donc, en fait, il y avait dans leur base une homonymie de patient, et puis on constate quand même un défaut de prise d'identité du patient finalement à l'arrivée au centre de radiologie. Tout ça derrière n'est pas sans effet, puisqu'on a quand même un retard de prise en charge du patient, une information à faire au patient qui a reçu des radiations inutilement, une information du médecin prescripteur par le radiologue et une déclaration d'événements indésirables. Donc voilà, c'est de la perte de temps à tout niveau et de retard de prise en charge. Cas concret numéro 2, qui fait partie des cas concrets assez réguliers, c'est le brancardier qui vient chercher un patient, monsieur X, dans un service. C'est une chambre double et le brancardier part avec l'autre patient pour le descendre pour sa pose d'endoprothèse biliaire. Le patient est accueilli par le radiologue qui l'appelle à plusieurs reprises par son nom, mais le patient ne rétorque pas. La procédure lui est expliquée, l'examen est réalisé. L'anesthésiste, lui, réalise son induction. Et en fait, c'est au cours de l'examen qu'on découvre que ce n'est pas le bon patient parce qu'en fait, le service à l'étage appelle pour savoir à quelle heure ils vont prendre le patient en charge. Donc, de nouveau, on est sur un défaut de vérification de l'identité du patient, avec derrière un retard de prise en charge du bon patient, une information du patient qui a eu un examen inutilement et pas un petit examen, et une déclaration d'événements indésirables graves à gérer. Il y a plusieurs autres cas concrets qui reviennent régulièrement de l'ARS, enfin qui sont déclarés régulièrement à l'ARS, qui sont tous assez similaires et qui vont concerner des défauts de vérification d'identité également. Par exemple, le patient qui est amené à l'examen par un brancardier, et c'est vrai que souvent, le soignant, il fait confiance au brancardier et il prend en charge le patient sans avoir vérifié son identité. D'autres défauts dans la pratique de prise d'identité, le manipulateur qui appelle un patient en salle d'attente, un patient s'avance, le professionnel ne vérifie pas l'identité du patient et l'examen est réalisé. Nous avons également le soignant qui demande au patient si c'est bien Madame X, et Madame X qui n'a pas bien compris, parce que les patients peuvent être stressés, angoissés, ne pas forcément bien comprendre, répond oui, et l'examen est réalisé. Nous avons l'événement désirable qui concerne la manipulatrice, qui, elle, a très bien demandé au patient par question ouverte « Comment vous appelez-vous » Sauf que le patient a des défauts d'élocution parce que c'est une patiente qui a un AVC, et la manipulatrice n'a pas compris et a, sans être péjoratif, interprété. C'est vrai que des fois, on a la tête un peu dans le guidon et on entend ce que les gens ne disent pas forcément. Et ça arrive à tous. Hein. On ne fait pas l'autruche, on sait que ça arrive à tout le monde. Voilà. Malheureusement aussi, ce qui arrive régulièrement, c'est les interruptions de tâches. Hein. Là, le manipulateur vérifie l'identité du patient, il s'en va et quand il revient, en fait, il n'a pas vérifié la concordance avec l'ordonnance qu'il a sous les yeux et en fait, l'examen est réalisé au mauvais patient. En fait, il ne reprend pas sa vérification d'identité au départ et donc il y a une erreur d'examen. Dans les interruptions de tâches également, on a l'infirmière qui répond au brancardier alors que celle-ci est en train de faire un soin à un patient. Elle répond au brancardier, sauf que comme elle est concentrée sur son soin, finalement, elle n'a pas répondu correctement au brancardier qui est parti avec le mauvais patient. On a aussi malheureusement les patients qui n'ont pas de bracelet d'identification ou qui n'ont pas de personnes ressources pour aider le soignant à se repérer et à savoir quelle est l'identité du patient. Ça, c'est des choses qui vous arrivent probablement régulièrement aussi. Et puis, ça arrive, pas trop souvent, mais voilà, ça arrive quand même, des homonymies en salle d'attente. Enfin, dans les dernières déclarations qu'on peut retrouver sur l'ASN, c'est des erreurs d'étiquette sur l'ordonnance où effectivement on colle une étiquette d'un patient, mais ce n'est pas le bon patient. Alors, je voulais vous parler quand même de ce cas concret, qui n'est pas un cas concret issu de l'ASN, mais qui est quand même un des événements qui revient régulièrement. C'est ce monsieur X qui se rend dans un centre de radiologie de ville pour réaliser une échographie. Et suite à son examen, en fait, monsieur X, il est satisfait en fait, de sa prise en charge. Il est super bien accueilli par la secrétaire. Le médecin lui a très bien expliqué ce qu'on va lui faire, l'examen. Enfin voilà, il ressort, il est content, ce patient. Pour autant, le médecin n'a pas demandé au patient de se présenter.
Et la secrétaire, elle n'a pas demandé la carte d'identité au patient, elle n'a juste demandé que la carte vitale, même si le patient lui a demandé si elle voulait la carte d'identité, elle ne l'a pas souhaité. Il n'a pas décliné son identité. Et enfin, en salle d'attente, la secrétaire appelle le patient en salle d'attente et lui remet un compte-rendu de son examen sans savoir finalement si c'est vraiment ce patient-là. Donc, on a vraiment un défaut de validation d'identité de ce patient. Ce qui est important de se rendre compte, c'est que ces documents, comme disait Zoé précédemment, ne pourront pas être intégrés au DMP. Donc, le médecin traitant n'aura pas forcément d'emblée, quand le patient ira consulter, n'aura pas forcément le compte-rendu sous la main. Et même si ce patient, finalement, était très content de sa prise en charge, dans 1 jour, 2 jours, dans 5 ans, enfin, peut-être pas 5 ans, c'est un peu loin, mais à un moment ou un autre, les patients ne seront plus satisfaits, en fait, de ces défauts de suivi, en fait. Voilà, donc il faut vraiment vous rendre compte que voilà, les échanges d'informations, il faut vraiment se mettre dans cette démarche d'échange d'informations patients entre professionnels de santé. Donc, ces événements ne sont pas forcément tous graves ou très graves. Ceci dit, à chaque fois, la détection de l'erreur, elle a lieu soit au moment de l'examen, où on se rend compte qu'il n'y a pas de correspondance entre l'imagerie et le dossier du patient que l'on a sous les yeux. Et malheureusement, a posteriori, le plus souvent, lorsque le médecin traitant reçoit un compte-rendu en fait, d'un patient qu'il ne connaît pas, d'un examen qui n'est pas ce qu'il a demandé, ou alors que le demandeur il est toujours en attente du résultat de l'examen, mais en fait qu'il n'aura jamais puisqu'il n'a pas été réalisé au bon patient. Tout ça amène à des retards de prise en charge, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais surtout à l'administration de rayons de produits de contraste inutilement. Les erreurs, elles sont analysées, on les connaît. Le but, ce n'est pas de vous faire un catalogue, mais de vous dire qu'on les connaît, les causes de ces erreurs. Elles sont liées aux patients, avec des ressemblances physiques, des patients malentendants, des patients incapables de décliner leurs identités, les nouveau-nés aussi, qui changent souvent d'identité dans les 3 premiers jours. Des fois, c'est encore compliqué. On a des prénoms composés, ou le patient qui veut un prénom qui n'est pas celui sur lequel il a été déclaré à la naissance. De plus en plus des usurpations d'identité, des dossiers avec des demandes d'anonymisation du patient et des examens faits sous identité qui peuvent être modifiés dans les 24 à 48 heures, comme les patients qui arrivent aux urgences où on a une identité qui est mise et on se rend compte 2-3 heures après, ou même des fois 2 jours après, que mince, ce n'est pas le bon patient. Enfin, en tout cas, qu'il y a une erreur de recopiage du nom ou du prénom. Mais ce sont aussi des erreurs qui peuvent être liées aux identités elles-mêmes, hein, avec des orthographes qui sont parfois complexes, des dates de naissance qui sont inconnues, comme on disait précédemment, et des homonymies ou des similitudes. Liées à la technique, comme on disait, les logiciels sont en cours de mise en forme, mais au jour d'aujourd'hui, on peut avoir des logiciels qui ne sont pas forcément encore conformes. Et puis des étiquettes aussi, patients qui ne sont pas encore non plus conformes au jour d'aujourd'hui, avec en général le nom d'épouse qui va être plus visible que le nom de naissance. Et enfin, d'autres causes d'erreurs qui vont être liées à nos pratiques elles-mêmes. Hein. On utilise assez peu encore les questions ouvertes. On ne vérifie pas assez les identités en concordance avec les documents du dossier patient. Et puis, on ne respecte pas forcément les bonnes pratiques de déclinaison d'identité du patient. Et ça arrive encore que les étiquettes soient parfois collées sur les tubes de prélèvement ou sur le bon avant avoir fait l'acte de soin. Et puis, enfin, les causes, elles peuvent être liées à l'organisation de travail avec des insuffisances d'échange d'informations, par exemple entre 2 manipulateurs, hein, où on a un manipulateur qui a sélectionné un dossier patient d'un patient numéro 1 et le manipulateur 2 qui, lui, a bien installé le patient 2 sur une table. Et donc, du coup, là, on est sur un défaut de prise en charge. On sait aussi que les périodes de changement d'équipe sont des périodes où les événements indésirables sont très fréquents. Et puis, des charges de travail importantes qui fait qu'on fait du surbooking sur des rendez-vous avec 2 patients qui vont être planifiés à la même heure sur la même machine. Donc, toutes ces causes d'erreur, voilà, on les connaît et c'est à vous aujourd'hui aussi de savoir mettre en
en place des actions correctrices, des alertes, des garde-fous, comme on disait tout à l'heure par rapport aux homonymies, peut-être mettre des petites infos sur vos logiciels, etc., pour dire attention, voilà ce qui risque de se passer avec tel patient. Voilà. Parce que derrière, il y a des conséquences, hein, que ce soit des conséquences administratives avec des comptes rendus médicaux qui ne sont pas envoyés au bon patient ou qui ne sont pas scannés dans le bon dossier. Il y a des créations de doublons, des collisions qui peuvent engendrer voilà, des erreurs de prise en charge. Les erreurs médicales avec des réactions allergiques par manque de données médicales, les erreurs d'examen ou d'organes, soit un scanner cérébral ou un scanner thoracique par exemple, des erreurs médicamenteuses avec des surdosages ou des erreurs de produits, et puis des erreurs d'identification des tubes de prélèvement. Et des défauts de facturation, voilà, même si voilà, on est quand même sur des problèmes d'identité qui sont différents sur la carte vitale et la pièce d'identité, avec des remboursements CPN qui peuvent être plus compliqués. Je laisse maintenant la parole à Madame Boulanger. Bonjour, merci Noël. Je vous remercie d'avoir invité. On vous entend très très mal. Je vous remercie d'avoir invité le journal d'hémovigilance. Je vais couper ma caméra pour que le son soit meilleur. Diapo suivante, Noël. En hémovigilance, en région Hauts-de-France, nous avons une base de déclaration d'incidents de la chaîne transfusionnelle, fiche d'incidents graves, et les dysfonctionnements relatifs à l'identification des patients représentent 49% de ces déclarations d'incidents graves en 2021. C'est la moitié jaune, garde du camembert, et au niveau national, et 42, un taux très important. Diapo suivante. Je vous présente ici 2 cas survenus chez des patients, chez des receveurs de produits sanguins. Cas numéro 1, c'est celui d'une femme de 67 ans qui est admise dans un établissement de santé. Son identité est enregistrée sur un titre de séjour sur lequel n'apparaît que l'année de naissance, pas la date de naissance. Son identité est donc saisie au 1er janvier 1952. Clic. Donc, elle vient dans cet établissement avec des résultats d'examen d'immunohématologie faits dans un laboratoire extérieur, un laboratoire édité sous la même date de naissance, 1er janvier 1952, donc qui correspond à des résultats de détermination de phénotype érythrocytaire, première et deuxième détermination, et une recherche d'anticorps anti-érythrocytaires ou RAI négative. Clic. Donc, compte tenu d'une anémie à 7,7 g d'hémoglobine, le praticien du service de soins prescrit 2 concentrés de globules rouges au CGR standard sous l'identité patient 1er janvier 1950. Et cette prescription est adressée au site EFS, Établissement français du sang, la structure de délivrance, avec les résultats d'examen immunohématologie, phénotype érythrocytaire, et RAI. Clic. L'EFS va donc délivrer 2 poches de sang de CGR standard avec une fiche de délivrance éditée avec une identité patient concordante au 1er janvier 1952. Clic. Les poches sont transfusées à la patiente avec une bonne tolérance clinique immédiate. Clic. Et le lendemain, la patiente sort et rentre à domicile. Et jusque-là, tout va bien. Diapo suivante. Le lendemain de la sortie, une alerte est émise par le portail de surveillance de l'établissement français du sang à propos d'un doublon dans la base régionale receveur de l'EFS. Il existe une identité homonyme avec le même nom de naissance, le même prénom de naissance, le même sexe, également similitude de nom d'usage, mais une date de naissance différente, 31 décembre 1952, la même année. Sur ce dossier,
il y a une antériorité d'anticorps anti-érythrocytaires, un anticorps d'intérêt transfusionnel dangereux, FIA, connu depuis 2000. Et la patiente aurait dû recevoir des concentrés de globules rouges phénotypés, Phi-1, compatibilisés. Que faire? Clic. Donc, que faut-il faire à votre avis? Donc, diapo suivante. Merci. Donc, l'EFS va donc informer, clic, l'établissement de santé transfuseur. Il va prévenir le médecin prescripteur de sang et le correspondant de vigilance. Et là, si la patiente est sortie, il va donc falloir contacter le médecin traitant. Et grâce à ce médecin, un suivi est mis en place, suivi clinique et biologique de la patiente au laboratoire de ville. Et donc, 3 jours après transfusion, le rendement transfusionnel est correct, 16 grammes d'hémoglobine. Il n'y a pas d'ictère, la bilirubine et il n'y a pas eu de signe d'incompatibilité avec un test de course négatif. Mais clic, c'est voilà. Mais par contre, 15 jours après, l'hémoglobine a rebaissé, la RAI s'est positivée et apparaît alors un nouvel anticorps anti-érythrocytaire. Il s'agit donc d'une patiente bonne réponse avec l'identification d'un anticorps anti-JK2, autre anticorps d'intérêt transfusionnel qui est donc dangereux. Diapo suivante, Noël. Les actions correctives mises en place, c'est donc la correction, la fusion des dossiers sous l'identité correcte avec une date de naissance au 31 décembre 1950, puisque quand la date exacte est inconnue sur le jour et le mois, c'est donc 31 décembre l'année de naissance. Les résultats d'examen immunohématologique édités sous l'identité incorrecte ont été détruits, puis ceux qui ont été remis à la patiente. Et donc, son dossier transfusionnel est mis à jour dans l'établissement pour tenir ces 2 anticorps anti-érythrocytaires et de son protocole transfusionnel et on prend soin d'informer la patiente, son entourage, cette personne de confiance, éviter tout nouvel incident en cas de réaction pris ailleurs dans un établissement. Alors, pardon, je n'ai pas bougé. Diapo suivante, la numéro 2. Numéro 2, c'est une patiente admise en urgence dans un établissement avec maternité. Elle est au terme de sa 5e grossesse. Son identité est saisie selon son titre de séjour avec date de naissance au 21 décembre 1985. Clic. La question est si cette patiente accouche et fait une hémorragie du postpartum immédiat, quel est le phénotype des poches de sang, des CGR qui seront délivrées à cette patiente? Première possibilité, livrez-vous du sang négatif, donc CGR RH -1, -2, -3. Ou deuxième possibilité, délivrez-vous du sang O positif, c'est-à-dire des CGR RH1 -3, -4. La bonne réponse est si vous n'avez aucun résultat de détermination de phénotype érythrocytaire chez la patiente, on délivrera en première intention des CGR O négatifs, puisqu'elle est en âge de procréer, moins de 50 ans. Diapo suivante. Dans le cas précis, clic, s'il te plaît, la patiente vient dans l'établissement de santé avec des résultats d'examen immunohématologique effectués sous l'identité avec la date de naissance 21 décembre 85, de phénotype érythrocytaire valide et une RAI négative. Cette patiente est A+, RH -3, -4, quel -1? Je repose ma question. Si la dame venait à saigner dans le postpartum immédiat, quel serait le phénotype des CGR à délivrer? Première possibilité, des CGR au moins, -1, -2, -3. Deuxième possibilité, des CGR au plus, RH1, -3, -4. Et là, la réponse est, un petit clic,
Dans le cas présent, pour cette patiente A plus RH moins 3 moins 4 qu'elle moins 1, la bonne réponse est le CGR O plus en première intention qui est moins 3 moins 4, donc phénocompatible. Diapo suivante. Suivante, Noël, s'il te plaît. Oui. La dame accouche d'une petite fille, 2,5 kg, Apgar-Hadis. Et le lendemain de l'accouchement, le biologiste du laboratoire de l'établissement téléphone dans le service pour prévenir que la RAI de la maman est positive avec identification d'un anticorps anti-RH4, anticorps anti-petit c, qui est particulièrement dangereux en transfusion et pour les maladies hémolytiques du nouveau-né. De plus, il existe dans le logiciel du laboratoire une identité homonyme avec même nom de naissance, même prénom de naissance, même sexe et même nom de visage d'ailleurs, mais une date de naissance qui a un jour de différence au 20 décembre 85. Sur ce doublon, la patiente est connue avec une alloimmunisation, un anticorps anti-RH4, l'anti-petit c, et donc la transfuser en CGR phénotypé, RH-4, compatibilité. La question importante est comment va l'enfant? Diapo suivante. Donc pour l'enfant, le biologiste va demander des examens sanguins. Clic. Voilà, il s'agit de savoir si l'enfant va bien, s'il n'y a pas d'anémie et l'enfant a 18 grammes d'hémoglobine, ce qui est normal chez le nouveau-né, une bilirubine normale. C'est bien une petite fille qui est donc petit C+, RH4, et qui par chance a un test négatif. Il n'y a donc pas d'incompatibilité. Il y a une incompatibilité, mais il n'y a pas d'élément pour une destruction des globules rouges de l'enfant par l'anticorps maternel. Diapo suivante. En l'occurrence, si on avait délivré soit à la mère, soit à l'enfant des CGR négatifs, ils étaient là incompatibles et ils pouvaient être à l'origine d'un effet indésirable receveur chez la mère, chez l'enfant. Diapo suivante. Comment un anticorps qui est détectable peut-il devenir indétectable? Comment une RAI antérieurement positive peut-elle se négativier? Eh bien, le taux d'un anticorps qu'on appelle titre peut en fait évoluer avec le temps et plus on s'éloigne de la transfusion de la grossesse de l'épisode initial, plus il peut devenir indétectable avec le temps. Diapo suivante. Mais à l'occasion d'une nouvelle stimulation, nouvelle grossesse, nouvelle transfusion, cet allo-anticorps peut se réactiver extrêmement rapidement et provoquer une hémolyse, un accident immunologique, une anémie fœtale ou néonatale par incompatibilité materno-fœtale. Diapo suivante. Les textes réglementaires en transfusion recommandent de pratiquer dans un délai de 1 à 3 mois après toute transfusion de produits sanguins labile une RAI, une recherche d'anticorps anti-érythrocytaires, dans un délai de 1 à 3 mois afin de se mettre dans la fenêtre la plus favorable pour voir apparaître l'anticorps. Clique, s'il te plaît, Noël. Il faut retenir que lorsqu'on a un anticorps un jour, l'anticorps restera toujours, même s'il est infradétectable, d'où l'importance de faire le lien avec l'identité du patient sécurisée par les procédures d'identitovigilance et l'INS. Diapo suivante. Aujourd'hui, grâce à Mon Espace Santé, qui est donc le dossier médical partagé, eh bien, les comptes rendus d'examens de biologie médicale, dont les examens d'immunohématologie, phénotype érythrocytaire et recherche d'anticorps anti-érythrocytaires, vont être injectés dans Mon Espace Santé et cela deviendra obligatoire au 31 décembre 2022. Petit clic pour faire apparaître cette date, 31 décembre 2022, retenez bien, pour Mon Espace Santé. Voilà, diapo suivante, c'est terminé. Je vous remercie au nom de toute la régionale des vigilants à Noël.
d'avoir invité. Je regarde s'il y a des questions pour Mme Boulanger. Merci beaucoup, Mme Boulanger. Je vais en finir avec l'identito-vigilance. Bon, je vais y arriver. Avec l'identito-vigilance secondaire. Donc, l'identito-vigilance secondaire, c'est vraiment le premier acte de soin. Il faut vraiment avoir ça en tête. À chaque étape du parcours de l'usager, il faut demander au patient de décliner son nom, son prénom, sa date de naissance si besoin, et toujours l'interroger par question ouverte. Quel est votre nom de naissance? Quel est votre prénom? Proscrire l'utilisation des questions fermées, comme vous avez vu tout à l'heure, avec vous êtes bien monsieur un tel ou madame un tel, parce qu'en général, le patient, pris dans son stress, ne va pas forcément comprendre qu'on ne lui a pas donné le bon nom. Donc, ceci, c'est pour garantir vraiment le bon soin, le bon acte, le bon service qui est administré au bon usager, au bon patient. Et puis aussi, c'est l'identito-vigilance secondaire, c'est identifier tous les éléments du dossier et le matériel à destination du patient. Voilà, toutes les ordonnances, tous les bilans, tout ce qui peut faire partie du dossier patient. Il faut que tout soit bien identifié. On effectue correctement une recherche du patient dans le logiciel, comme vous a dit Zoé Boudry tout à l'heure, hein, pas par le nom entier, date de naissance et les 3 premières lettres du prénom. Et on vérifie que le bon dossier, c'est bien le bon dossier du patient qui est ouvert sous les yeux. Parfois, le repère, ça va être les antécédents du patient qui vont des fois nous aider à savoir si on a vraiment le bon dossier sous le patient. Dans notre établissement, nous, on avait eu une usurpation d'identité. Donc, c'était le patient ne voulait pas payer. Et quand on a essayé de comprendre ce qui se passait, il disait, écoutez, c'est pas possible, j'étais pas à l'hôpital. Et quand on a fait les recherches dans le dossier, on se rendait compte qu'il y avait vraiment des antécédents importants du patient qui montraient bien que c'est pas lui qui était venu à l'hôpital, puisque ça ne correspondait pas du tout au patient que l'on avait face à nous. Donc voilà, ça peut quand même être, même sans parler d'usurpation d'identité, mais pour tout autre problème, les antécédents sont des fois un outil très utile. Et puis on vérifie, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure par les exemples, mais je le redis encore, on vérifie la concordance entre l'identité de l'usager et celle qui est le relevé sur les documents, sur les étiquettes, sur les comptes rendus. On n'oublie pas de vérifier la cohérence hein, avec les antécédents, comme je vous disais. Pour jeudi, merci. Coupez le micro. En G sur le planning. Pouvez-vous couper votre micro? Voilà, on s'assure de la cohérence entre la prescription et l'usager et on vérifie l'identité qui est inscrite sur le bracelet d'identification du patient ou la photo du dossier si c'est ce qui se fait. Alors attention, le bracelet du patient, il ne faut pas non plus se fier qu'au bracelet. C'est une technique, le bracelet du patient, c'est un ensemble qui fait qu'on vérifie l'identité primaire du patient et ensuite, au moment de la vérification de l'identité secondaire du patient, on pose le bracelet. Mais on ne pose pas un bracelet sans auparavant avoir fait les étapes de vérification de l'identité primaire et l'étape de poser la question au patient qui il est en lui mettant son bracelet. En ville, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, essayer de vérifier quand même au moins une fois la pièce d'identité du patient afin de récupérer son identité INS pour justement pouvoir ensuite partager les informations fiables sur le DMP. Et de toute façon, on ne peut pas partager sur le DMP si on n'a pas auparavant fait cette vérification de la carte d'identité du patient. Voilà, vous êtes responsable de vos données patients hein, pour tous, sécurisez-les en demandant au moins une fois à vos patients d'attester leur identité. Et puis, renforcer l'identité du patient en utilisant l'identité INS, c'est assurer un meilleur lien entre les acteurs de son parcours et une meilleure sécurisation de ses soins. Mais aussi, les erreurs, elles sont parfois dues aussi aux différences d'informations, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, entre l'état civil et les documents d'assurance maladie que l'on peut avoir sous la main. Hein. Des fois, la carte d'identité, la carte vitale, ce n'est pas les mêmes éléments. Donc, demandez aux patients de toujours prendre le temps de vérifier bien les données qui sont sur les documents. C'est l'identito-vigilance, c'est du rôle de tous, hein, des soignants, mais du patient, de l'usager. Et si on trouve une erreur, on la signale. On reste dans la même configuration tant que tout le monde n'est pas OK avec l'erreur d'identité. Et une fois qu'on a le OK de la cellule d'identito-vigilance ou de l'identito-vigilant qui est connu au sein de votre établissement, ensuite, on modifie tous les documents ensemble. Mais on ne change rien sans être passé par le responsable d'identito-vigilance
l'établissement ou du secteur dans lequel vous travaillez. L'identito-vigilance secondaire, donc il faut bien savoir que les défauts de respect de bonnes pratiques sont des sources principales d'erreurs d'identification, parfois graves, mais presque toujours évitables. Donc, pour rappel, bien identifier pour bien soigner. Vous avez, voilà, sur cette dernière diapo, on redonne un petit peu les règles d'identito-vigilance, hein, qui sont les règles de saisie selon le référentiel national d'identito-vigilance, de récupérer l'INS par les 5 traits stricts, la main, de valider l'identité du patient avec un document à haut niveau de confiance, et puis la formation des professionnels et la sensibilisation des usagers. Voilà, tout ça vous permet d'assurer derrière une identité correcte de votre patient et de valider son identité. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous présenter. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Vous aurez à disposition un lien vers une petite information animée sur l'identito-vigilance, hein, qui a été mis en place l'année dernière et qui en général plaît beaucoup au sein des établissements pour vous aider à sensibiliser vos professionnels et vos usagers. Donc vous aurez le lien dans le PowerPoint du webinaire. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez prendre vos micros. Est-ce que nous avons répondu à vos besoins? Bonjour Madame Romeo, j'ai une petite interrogation avec l'histoire des prénoms Marie-Claude et Marie là. En fait, moi, on partait du principe que la base INS c'était la base de référence et que du coup, en fait, c'est la façon dont la personne a été déclarée en gros à l'état civil. Donc peut-être qu'en fait, elle a en premier prénom Marie, en deuxième prénom Claude, et que dans la vie courante, elle se fait appeler Marie-Claude. Mais pourquoi on irait changer alors que c'est la base de référence? Alors que la carte d'identité, du coup, elle est faite au dire du patient, de la personne lorsqu'elle va faire sa carte d'identité. Donc selon moi, c'est peut-être la base de référence qui est bonne et non pas la carte d'identité. Mais c'est justement ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, soit il y a la possibilité de demander limite l'acte de naissance, puisque c'est bon, voilà, le premier document qui nous est attribué lorsqu'on est. Mais effectivement, comme je disais, la carte d'identité, c'est le document qui a été fait le plus récemment et c'est vraiment au dire du patient. Donc, je comprends très bien que la base de l'état civil, c'est censé être ce qu'il y a de plus. Voilà, mais voilà, en tout cas, s'il y a une discordance entre les deux, on n'est personne, nous, en tant que professionnels, pour savoir qui a raison. Enfin, je comprends qu'on veuille faire confiance à son patient ou même, enfin voilà, aux bases parce que c'est la référence. Mais voilà, lorsqu'il y a une discordance, on ne peut pas vraiment savoir si telle ou telle personne a raison, puisqu'il y a eu pas mal d'erreurs, en fait, de retour de l'appel au téléservice. Et donc, tant qu'on n'a pas eu assez de visibilité sur les retours qu'ont pu avoir certains établissements qui ont fait des appels et qui n'ont plus de problème depuis, je ne sais pas, 1 an. Dans ce cas, oui, on pourra faire une confiance aveugle dans les retours. Mais vu qu'il y a eu des problèmes, moi, je préfère dire, voilà, c'est le premier prénom de naissance. Là, il est considéré comme étant dissocié, alors que sur la carte d'identité, non. Donc, je préconise de ne pas le récupérer. Oui, mais de le modifier. Vous ne pouvez pas modifier les bases de l'état civil. Non, en fait. mais en fait, vous préconisez de garder ce qui est noté sur la carte d'identité, alors que la carte d'identité n'est pas, finalement, ce n'est pas la référence pour moi. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Parce que moi, le mot d'ordre que j'ai donné à mes accueils, c'est la base de référence, quoi. J'avais l'impression d'avoir lu ça dans un des documents du référentiel. C'est pour ça que je suis assez étonnée. Alors, attendez, je vais vous retrouver la fiche. Ou alors après, c'est partir du principe que si on Après, je comprends le principe de faire demander au patient de modifier s'il atteste que, hein, ça je suis d'accord. Mais à la base, je pense que c'est vraiment à lui de nous prouver que c'est autrement, quoi, que ce n'est pas sa carte d'identité qui, elle, comporte une erreur. Alors, attendez, je retrouve juste Malheureusement, il faut que je vous laisse parce que j'ai une autre réunion et je suis désolée parce que je suis intéressée par le sujet. J'aurais voulu poser plus de questions, mais il faut que je vous laisse. J'ai une autre réunion derrière.
Merci beaucoup pour cette présentation. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que Noël, tu pourras me donner l'adresse mail de cette dame afin que je puisse lui répondre vis-à-vis de sa question avec les textes, etc. Est-ce qu'il reste des questions? Non. Bien. Eh ben, je vais vous remercier de votre participation et vous souhaiter une bonne après-midi et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, une bonne après-midi. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.